avril 2018. Bienvenue à tous. Avec nous, Abdou Ndokour Kachindaou, anthropologue et aussi grand chercheur ici au Sénégal. Et Ousmane Sen, directeur du WARC, Centre Ouest Africain de Recherche. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, on sort de cette polémique avec le parrainage. La loi a été votée, la polémique continue. Les arguments des uns et des autres. Le pouvoir parle de rationalisation des candidatures à la prochaine présidentielle. L'opposition parle de volonté d'éliminer certaines candidatures. Abdou Ndokour Kachindaou, comment vous analysez ce parrainage au Sénégal avec toute cette polémique qui va avec? Mais merci beaucoup Alassane, merci professeur. Je suis très content d'être avec professeur Sen. Alors, essayons de regarder ce qui me semble être le plus substantiel. Un objectif est décliné, c'est de rationaliser les partis politiques. Et des questions complémentaires ou une question complémentaire, est-ce que nous aurions pu nous passer du parrainage? Parce qu'en réalité, il y a d'abord une loi qui existe, et lorsque nous faisons la revue du respect de cette loi par les partis politiques, nous aurions pu sans doute éliminer beaucoup en termes de certification des comptes, en termes également de congrès statutaire qu'il faut tenir. Donc il y a cette première évaluation qu'il faut faire sur l'application d'une loi qui n'est pas effective et qui mettrait hors la loi, pour ne pas dire tous les partis, pratiquement la quasi-majorité des partis politiques. Alors, je pense que donc, c'est un premier élément. Deuxième élément, je crois qu'au Sénégal, il y a beaucoup d'inversions dans les problématiques. Parce que la question, ce n'est pas de faire le parrainage pour rationaliser. C'est pourquoi il y a autant de partis politiques. C'est parce que, en termes de mutation sociologique, nous sommes arrivés à un moment où les partis sont devenus, toute proportion gardée, des partis GIE. Et que les partis sont devenus pas des structures ou des instruments politiques au service de l'accès au pouvoir, mais des instruments économiques au service de certaines classes. Alors du coup, on a travesti la base sociologique des partis politiques, et c'est ça qui fait qu'on a cette pluralité de partis, parce qu'avoir un parti politique et nouer des alliances stratégiques avec le pouvoir ou avec les pouvoirs ou au fil des pouvoirs vous installe dans un certain confort économique avec différents éléments. Donc, je pense qu'il fallait voir comment, peut-être, et ça c'est un débat de société fondamental, comment on peut réfléchir sur comment mieux rationaliser le fait que les partis politiques et les politiciens bouffent ce pays. Parce que si on inverse cette réflexion, on peut avoir des réponses beaucoup plus efficaces en termes de rationalisation. Oui. Il explique aujourd'hui la rationalisation des partis politiques. Cet indice, c'est le timing, qui est un peu suspect, parce qu'on est à 10 mois des élections, et que si on voulait faire la rationalisation, on aurait pu peut-être la mettre dans le référendum de 2016. Oui, mais en politique, tout est suspect. En politique, tout est suspect. Chaque fois qu'un pouvoir fait un pas, l'opposition et les observateurs sont là en train de décortiquer. Bon timing ou mauvais timing, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas se dire il fallait bien qu'on le fasse, et ça a été fait. D'autant plus que l'exercice de l'autre jour, Alassane, a d'autres résultats, si vous me permettez une seconde, parce que quand même ce jour-là, quel que soit, malgré l'explosion des lacrymogènes, mais la démocratie sénégalaise a respiré. Pourquoi? Si vous voyez Madi Kenyang, le chef de file de l'opposition, il a joué son jeu jusqu'au bout. Même ceux qui voudraient dire, oui, mais les débordements de Toussaint Manga, si on me dit ça, je vais dire, allez en Afrique du Sud et voyez le Parlement d'Afrique du Sud quand on a commencé à attaquer le président. Ce que ça a été une foire d'empoigne beaucoup plus grave. Et remarquons un petit truc très anodin. Moustapha Niasse a parlé de la police qui pourrait intervenir au cas où il y aurait débordement. La police n'est pas intervenue.
Tout s'est fait entre les députés. L'opposition, comme la majorité, ont fait leur travail. Vous allez me dire, oui, mais opposition mécanique, mais il faut bien une majorité mécanique. Mais dans tous les pays, il faut bien qu'il y ait une majorité pour que le gouvernement puisse fonctionner. Ça. Mais pour revenir à votre question, je voudrais dire, c'est un résultat collatéral, mais extrêmement important. Il fallait bien que ces 290 partis, qu'on puisse savoir comment organiser ça. Mais M. Ndao a posé une question de fond. Oui. Si on avait respecté le fonctionnement des partis politiques, les congrès qu'ils doivent tenir, les rapports financiers qu'ils doivent faire pour être considérés comme étant des partis politiques, on aurait pu rationaliser sans arriver au parrainage. Mais justement, M. Ndao est sociologue et je vais nous renvoyer à ce qui serait passé. Vous exercez ce contrôle sur eux. Chacun va commencer à crier, on veut me tuer, on veut me faire des entourloupes. Dans le jeu politique, même quand vous avez des problèmes familiaux, on en parle, vous dites, oui, mais c'est ces gens-là qui veulent m'attaquer. Donc, je crois que mettre dans l'échiquier quelque chose au Sénégal qui n'est pas coutumier, c'est-à-dire une certaine rigueur qui ferait que chaque fois qu'il y a des choses, on puisse éliminer, vous le faites, vous avez aussi un tollé. Je crois qu'il faudrait, et il l'a très bien fait, il faudrait faire une analyse de la société sénégalaise, voir ces tares, et ces tares justement qui rendent impossible certaines choses. D'où, comme on l'a dit tout à l'heure, une reconversion des mentalités et un travail fondamental à la base pour que quand même il y ait un jeu clair. Parce que le jeu au Sénégal n'est jamais clair dans tous les secteurs. Il faut qu'on clarifie. Mais est-ce qu'au fond, ce n'est pas l'échec des partis politiques qu'on constate aujourd'hui au Sénégal, vu la façon dont les choses se font, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les gens sont dans une professionnalisation de la politique au Sénégal où chacun y va pour gagner de l'argent, pour s'occuper de sa famille d'abord. Même ceux qui créent les partis politiques aujourd'hui qu'on voit foisonner dans ce pays-là, c'est des opérateurs économiques, au fond. Je crois qu'il faut noter l'ambivalence des politiques et des pratiques politiques. Le premier terme de l'ambivalence, c'est que, et c'est pas quelque chose qui est spécifique au Sénégal, c'est qu'il y a un discrédit généralisé dans tous les pays du monde, en général des politiques et des partis politiques. Parce que c'est très facile dans l'opposition de formuler des observations, c'est encore plus difficile au pouvoir de démontrer sa capacité à satisfaire les préoccupations fondamentales. Alors donc, il faut, je crois, retenir le fait que ce discrédit, il est général. En même temps, l'autre terme de l'ambivalence, c'est que les partis dans le monde, de façon générale et au Sénégal, continuent d'imposer le tempo du fonctionnement de nos pays parce que pour l'essentiel, les présidents, les députés proviennent des partis politiques. Sans doute, le contexte institutionnel de nos pays favorise plus ou moins ces partis politiques-là. Alors donc, mais Alassane, je crois que le fond du problème, c'est qu'un pays il doit être bâti sur un consensus. Si vous n'avez pas de consensus sur des questions stratégiques majeures, pas sur des questions politiciennes, et c'est l'autre inversion dans le fonctionnement du pays. C'est-à-dire que nous prenons autant de temps à débattre, je ne dis pas des questions futiles, mais en tout cas des questions qui auraient pu être plus stratégiques pour le développement du pays. Nous avons adopté le parrainage. Le lendemain, qu'est-ce que ça a changé dans la vie des Sénégalais? Combien de lois sont adoptées? Ça change quoi? Si nous introduisons des lois qui n'ont pas d'impact direct sur la qualité de vie des Sénégalais, c'est ce que nous demandons aux politiciens, c'est de résoudre les problèmes des gens, toute proportion gardée. C'est pas simplement d'être dans des réformes qui, le lendemain, n'ont pas d'impact décisif sur la vie des Sénégalais. Alors donc, je crois que le consensus reste encore quelque chose qu'il faut bâtir, qu'il faut valoriser, parce qu'on est dans des logiques de clan politique sur fond d'ostracisme et pour ne pas dire de forcing qui font que on n'a pas encore réussi vraiment à bâtir une démocratie de consensus et le parrainage en est sans doute une des illustrations, quelles que soient à l'intérieur les explications qui ont été données par l'autre camp sur le fait que certains étaient d'accord. Bon, il reste que la classe politique devrait pouvoir s'entendre, notamment sur les questions politiques et sur les questions électorales, sur un minimum de consensus. Dès que les règles sont établies, sans faire du fétichisme et de l'essentialisme, quelque part, si on doit changer les règles, avoir un large consensus qui ne dicte pas des majorités mécaniques ou des majorités sociologiques, mais qui permettent quelque part de se dire, nous avons adopté cette loi,
quel est son impact pour que les Sénégalais vivent mieux? Je crois que ça aussi, ça me paraît très, très, très important. Est-ce que le manque de consensus, justement, dans ce pays-là, où on est d'accord sur rien, dans ce pays, où les partis politiques ne se font pas confiance, et qui a peut-être même des impacts, comme il a dit, sur même la façon dont les Sénégalais eux-mêmes se comportent, est-ce que c'est pas un danger pour le pays? Oui, mais absolument. Et permettez-moi de m'adresser à M. Ndao et dire vraiment, je suis très heureux, parce qu'il développe des idées extrêmement claires, et je suis très heureux de partager le truc avec lui. Pour nous. Oui, mais vous avez raison. Chaque fois que l'opposition lève quelque chose, la majorité a quelque chose à redire. Chaque fois que la majorité soulève quelque chose, l'opposition redit. Et le plus souvent, c'est négatif. On ne leur fait pas confiance. Mais c'est eux qui mènent le jeu politique. C'est eux qui nous ont promis de nous amener à des lendemains meilleurs. Mais ils ne se font jamais confiance. Est-ce à dire qu'ils sont tous des voleurs? C'est la grande question. Je ne te fais pas confiance, je ne te fais pas confiance, tu ne me fais pas confiance. Mais ça veut dire qu'ils se connaissent tellement qu'ils ne se font pas confiance, qu'ils sont tous des voleurs. Il faut qu'ils éclairent notre lanterne. Et pourtant, ces consensus-là sont absolument importants. Regardez un jeu qui se joue depuis plus de 35 ans. Chaque fois qu'il y a des élections, celui qui perd va nous renvoyer vers le fichier électoral. Celui-là qui vous dit ça, s'il arrive au pouvoir, il ne remet plus en cause le fichier électoral. Barke Dembo Ndiaye, c'est les experts les plus éminents au monde qui ont fait l'examen du fichier britannique, qui sont venus ici et qui nous ont donné un diagnostic. Mais n'avez-vous pas entendu de grands politiciens le lendemain se réveiller pour dire on les a corrompus? Mais le fichier électoral, c'est le fondement de la démocratie, Alassane. Si vous n'avez pas un fichier électoral autour duquel vous avez consensus, mais comment pouvez-vous avoir le toupet d'appeler les électeurs pour qu'ils aillent voter? Mais c'est important, je crois. C'est pour ça que moi je dis qu'il faudrait qu'on requalifie la démocratie sénégalaise. Parce que dans tous les pays du monde qui se targuent d'être démocrates, il y a un consensus unanime. On s'entend sur le fichier électoral et on va aux élections. J'ai vu quelques développements dans un pays très démocrate, mais très petit en termes de surface. Le Cap-Vert. Il y a eu des élections où la différence entre les deux candidats ne dépassait pas 5 ou 10 voix. Mais le même jour, ils ont proclamé le résultat sur cette base-là et chacun allait travailler. Imaginez qu'au Sénégal, dans une élection présidentielle, il y a une différence de 100 voix entre les deux. Mais c'est la guerre. Parce qu'ils vont tous dire on m'a volé, on m'a volé. Mais il faut enfin qu'on clarifie le jeu et qu'on puisse être une grande démocratie. C'est fondamental. Et Alassane, c'est la responsabilité des politiciens, ce n'est pas la responsabilité du peuple. Il faut qu'il y ait ce consensus. Et un consensus autour aussi des grandes questions. Excusez-moi de donner des exemples, mais en Grande-Bretagne, aux États-Unis, quand il y a de grandes questions, on discute et au-delà des partis, on s'entend parce que c'est dans l'intérêt du pays. Il y a des points importants comme ça sur lesquels on devrait pouvoir travailler, mais il n'y a jamais de dialogue. Justement, l'une des grandes questions aujourd'hui et les inquiétudes de beaucoup de Sénégalais, c'est qu'on dit que le Sénégal est devenu un pays pétrolier, gazier, et a des ressources naturelles. On a l'impression que la bataille de fond que les partis politiques mènent, c'est pour contrôler ces ressources-là. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire très attention justement sur ces questions bien précises? Parce qu'on a vu que les étrangers, entre guillemets, c'est pas stigmatisant, viennent s'installer de façon intelligente avec même leurs médias pour contrôler peut-être les ressources du pays, alors que les politiciens ne s'entendent pas. Oui, je crois, Alassane, il faut considérer que nous avons une sorte de stabilité structurelle, disons, qui est une fausse image de la complexité des processus. Écoutez, regardons géopolitiquement ce qui nous entoure. On connaît la situation en Mauritanie, on connaît la Gambie qui est dans un processus que nous connaissons tout comme la Guinée-Bissau et les autres pays. Donc, le Sénégal déjà est entouré par des pays qui sont dans une certaine forme d'instabilité plus explicite. Or, nous gérons une sorte de stabilité plus implicite. Et je crois que ça fait que, et on revient à ce que le professeur disait tout à l'heure, ça fait que il faut absolument faire revenir dans le débat le consensus parce qu'il y a beaucoup de périls qui nous guettent au plan sécuritaire et au plan géopolitique. Alors, bien évidemment, le pétrole va restructurer l'essentiel du jeu et du débat politique. Et on voit bien, tu as raison de dire que les structures médiatiques s'installent
quand je vais en Casamance ou ailleurs, je vois de nouveaux acteurs étrangers qui y sont et je me dis qu'ils sont en train aussi d'anticiper. Voilà aussi un point de consensus. Je lisais professeur Mohamed Boye de l'Université Gaston Berger hier, il disait, mais comment se fait-il que nous signons avec, par exemple, Total sous le régime pétrolier de l'ancien régime, pétrolier. Pourquoi nous n'avons pas attendu de signer avec le nouveau régime qui est plus intéressant pour l'État du Sénégal? Alors voilà par exemple une question. Qu'est-ce que nous avons fait de notre pétrole au-delà du brouhaha politicien? Nous voulons, c'est quoi le cap? Alors, ces questions sont des questions stratégiques de fond, évidemment, sur fond de partis qui ont une certaine logique, parce qu'Alassane, le problème du pays, c'est l'accaparement, c'est le captage des ressources. Même pour créer un parti politique, pour l'essentiel, on ne va pas faire l'injure de le dire pour tout le monde, mais pour l'essentiel, c'est pour accaparer. Alors, donc, il y a une question de fond qui est une question de mentalité, une question de culture, qui fait que c'est quoi notre rapport au pays? Est-ce que ce pays a encore des défenseurs? Est-ce qu'il y en a un seul qui défend ce pays? Alors, donc, comment nous sommes enchâssés quelque part dans une pluralité d'intérêts et d'enjeux? C'est tout à fait naturel. Mais est-ce que ces enjeux et ces intérêts sont conformes à l'intérêt du pays? Je pense que donc la question des ressources, il faut l'aborder avec une grande sérénité, avec un grand consensus qui fait que, voilà, quand il sera là, nous en ferons quoi? Quand il sera là, est-ce qu'on ne va pas le brader à des intérêts extérieurs qui, évidemment, ont d'autres logiques et je pense que c'est une vigilance politique et citoyenne qui s'impose à la classe politique de façon générale. Justement, face à cette situation qu'il vient de décrire, quelle réponse citoyenne? Est-ce qu'au Sénégal, du point de vue de la citoyenneté, il y a des réponses appropriées pour faire face à tous ces partis politiques qui sont au pouvoir? Absolument. Il faut qu'il y ait une réponse parce que le jeu politique actuellement se résume à ceci. L'opposition, comment je peux faire des entraves à Macky Sall pour qu'il n'avance pas? Macky Sall, comment puis-je faire en sorte de déjouer tous leurs pièges? Au quotidien, c'est ce dialogue non entendu. Et les Sénégalais dans tout ça après? Oui, mais j'en viens. Parce que j'ai dit quelque part que les politiciens sénégalais, la première chose qu'ils font pour nous, c'est nous faire peur tous les jours. Alors, et je disais l'autre jour, peut-être que s'ils ne trouvent pas une solution à ça, nous, la population, on va tout simplement leur dire, si vous nous mettez dans cette situation d'instabilité et de peur, mais 2019, on ne votera pour personne. Ça semble illusoire, mais c'est tout à fait possible. Et le peuple l'a fait. Hey, le jour où on votait sur le parrainage là, mais j'ai entendu quand même, j'étais à votre radio, il y a des Sénégalais lambda qui ont dit, ça c'est un travail ou c'est un combat entre les politiciens, ça ne nous regarde pas. Nous n'allons pas déferler dans la rue. Les gens s'attendaient à ce que ça bouge. La population est restée chez elle. De la même façon, si ces grandes questions ne sont pas résolues, le parrainage, le consensus autour du fichier électoral, pour que le jour J, on puisse prendre notre petit déjeuner, aller voter tranquillement, aller chez nous, manger et prendre notre thé en attendant 19h qu'on donne les résultats. Nous pouvons dire, si on ne nous donne pas ça, on n'ira pas voter. Et c'est tout à fait possible. Mais est-ce que la classe politique sénégalaise est consciente des enjeux derrière tout ça? Parce qu'on a parlé tantôt de médias étrangers qui s'installent au Sénégal pour accompagner les entreprises en termes d'influence peut-être au Sénégal, avec les ressources qui arrivent. Dans certaines régions où entre guillemets, c'est pas encore stigmatisant, je disais, les étrangers qui s'installent. Peut-être que les Sénégalais ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et souvent, ils s'installent avec la complicité de Sénégalais qui ont pignon sur rue. Parce que ce qu'ils voient, c'est l'intérêt immédiat. Moi, je dis que il faudrait les fondamentaux au Sénégal. C'est la régularisation du jeu démocratique et politique. L'autre, c'est une bonne gestion de notre économie actuelle et de notre économie à venir. Ça, c'est les deux fondamentaux qu'il y a. Et il faudrait que, au-delà des positions partisanes et au-delà de la division, que les hommes politiques en vue puissent quand même s'asseoir et discuter autour de ça. Parce que, Sundam Lignoé, c'est tous qui le partagent. 2019 est là. Ils disent, on va faire la bataille. Et on utilisera tous les moyens. Ils ne tiennent même pas compte de la population. Parce que les gens de Sandaga l'ont dit, ils en ont assez de ces débordements-là qui les empêchent de travailler. Et au fond, s'il y a des gens qui nourrissent l'économie sénégalaise, c'est ces gens de Sandaga.
mais qu'on les laisse dans une situation où ils pourront absolument travailler. Voilà, je crois que... Mais qui aujourd'hui pour rapprocher les positions? Qui aujourd'hui pour rapprocher le dialogue? Qui aujourd'hui pour bâtir le consensus? Qui? Je crois qu'il faut faire l'observation précise qui est que lorsqu'on interroge les imaginaires et les discours sur la place publique, on dit à tel politique, lui vraiment il sait faire la politique. Alors, Wade, lui, il sait faire de la politique. Macky, il sait faire de la politique. On ne demande pas à nos politiciens de savoir faire de la politique. On leur demande d'être des gens structurés sur des résultats qui, évidemment, impactent sur la vie des Sénégalais. C'est ça qu'on leur demande. Alors donc, c'est très intéressant l'interrogation des discours publics sur comment les imaginaires sont structurés autour du politicien sénégalais, autour du politique sénégalais. Après, je crois... mais dans le même temps, Abdou, oui. Ces Sénégalais qui le disent, ces politiciens-là ne sortent pas de nulle part. C'est ni des Kosovars, ni des Maliens, c'est des Sénégalais. Mais ce sont des Sénégalais. Qui sortent de nos maisons. Oui. Nos sœurs, nos grandes sœurs. C'est nous. Et je crois que lorsque nous... Il n'y a pas un problème, justement, de nous. Oui. Non, il y a un problème de l'homo-sénégalensis. Pourquoi? Parce que l'homo-sénégalensis fonctionne à partir d'un paradigme qui est maintenant connu. Ce qu'ils disent, c'est pas ce qu'ils font. Alors, et c'est valable à tous les échelons de l'organisation générale de notre société. Ce que les Sénégalais disent, souvent, c'est pas ce qu'ils font. Alors, c'est ce hiatus qui fait que, lorsqu'ils sont dans la politique, écoutez, il faut pas simplement tirer sur les politiques, parce que ça cache aussi la complexité de la cartographie des autres acteurs, qui sont parfois tout aussi, entre guillemets, mauvais que les politiques. Alors, quelque part dans notre évaluation, les politiques, c'est vrai, sont responsables parce que c'est maintenant eux les présidents de la République, les ministres pour l'essentiel, les députés. D'accord, donc on a de bonnes raisons de taper sur eux. Mais la complexité des acteurs va au-delà des politiques. Et je crois que nous avons encore un sérieux problème qui est lié au fait que le Sénégalais, quel est son rapport à son pays? Quel est son rapport à l'intérêt général? Bon, le languiciste me dira, qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre pays au lieu toujours de le bouffer, de le sucer? Alors, et c'est une attitude générale dont il faut évaluer avec beaucoup plus de précision et de finesse, évidemment, les éléments à l'intérieur de ça, mais la bouche la plus longue, lorsqu'on les met aux pratiques quotidiennes de responsabilité, on voit qu'ils ne sont pas très, 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 très différents des autres. Donc, j'ai introduit un élément, sans doute, sur le plan politique, Alassane. C'est la même élite politique qui est là depuis presque 60 ans. Les mêmes, oui. C'est presque les mêmes. Alors, on a un problème... Regarde bien, oui, ce sont les mêmes. Ils sont là. Ce sont les mêmes. Donc, on ne doit pas s'étonner de la persistance et de la permanence d'un type de pratique politique qui date quand même maintenant de bientôt 60 ans. Mais qu'est-ce qui empêche les jeunes de Alors maintenant, dans les maintenant, il y a deux questions majeures qui sont liées. La première question, c'est les jeunes. Vous avez raison. Parce que la politique, c'est aussi des rapports de force. Et personne ne vous donnera les choses sur un plateau d'argent. Donc, toute cette masse critique de jeunes et au-delà des jeunes, des compétents, des intellectuels, qui voient la politique comme une sorte de caste, au sens d'impureté, évidemment, ont aussi une certaine responsabilité dans la marche du pays parce que c'est un désengagement généralisé. Sous prétexte que la politique, c'est sale. Si vous ne faites pas la politique, les autres feront la politique à votre niveau. Donc ça me paraît important comme premier niveau. Deuxième niveau, de façon générale, comment on a pu bâtir ou on n'a pas pu bâtir une société, on va dire, civile, une société citoyenne qui peut contrôler le jeu politique. Quelque part, les citoyens ont la souveraineté, parce que de toute façon, c'est eux qui voteront. Mais quelque part, on a encore à travailler, à mieux structurer des opinions publiques, des attitudes citoyennes, pour que les politiques n'osent pas faire tout ce qu'ils veulent faire. Parce que le hiatus, c'est que les politiques font ce qu'ils veulent faire, parce que derrière, il n'y a pas un rapport de force, une réponse d'une société civile ou d'une société citoyenne qui est toujours capable d'inverser les rapports de force en faveur du pays et au service du pays. Alors, donc, je pense que ça aussi, c'est une question qui est majeure, qu'il faut encore regarder avec beaucoup plus de finesse, mais il me semble que notre vrai problème,
c'est cette professionnalisation excessive de la politique et cette posture mentale et psychologique de considérer que l'État doit tout nous donner et que nous sommes dans une certaine tradition de prévarication permanente des ressources de l'État, parce qu'on estime que très souvent, voilà, c'est ça la fonction sociale ou la fonction économique de l'État. Et ça installe évidemment des pratiques politiques, ça installe la construction de partis politiques fantoches pour l'essentiel, qui, comme je l'ai dit souvent, passent leur temps à bouffer le pays, et on se dit quelle est leur plus-value dans le développement général de notre nation. Est-ce que la clé justement, n'aurait pas été l'éducation? Qui est aujourd'hui dans une situation extrêmement compliquée où les grèves sont là, et les gens ont peur qu'on aille à une année blanche, même si le ministre de l'Éducation nationale a dit hier qu'il y a quelques syndicats qui ont accepté de reprendre les cours. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème de fond, c'est pas l'éducation au Sénégal? Je parle depuis Senghor jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on devait faire pour l'éducation de qualité? Oui, c'est une question de l'éducation, mais reconnaissons que l'éducation est en train quand même d'évoluer. Le nombre d'enfants qui vont à l'école, le nombre de lettrés, tout ça c'est important. Et je crois que, vous savez ce problème de l'éducation, j'étais tenté de peut-être rebondir sur la question avant d'aller à l'éducation, si vous me permettez. Mais il y a des forces dans ce pays. Le jour où on votait cette loi-là, mais j'ai observé le travail extraordinaire des médias. À force, à moins d'influencer les politiques, ils ont au moins donné la bonne information à la population et c'est extrêmement important. Le comportement de la population est peut-être tributaire de la qualité des informations que vous distillez avant le jour et le jour même. Il y a aussi la société civile qui est là en tampon et je vois l'attitude responsable qu'ils ont. Même s'ils penchent d'un côté, ils préfèrent quand même ménager les choux pour que soit l'opposition ou la majorité accepte de les rencontrer. Bon, il y a l'autre dimension, les hommes de religion, mais ça commence à être de plus en plus marginalisé. Et Alassane, je ne veux pas abuser du temps, mais regardez le discours comme il est en train de changer. Et vous, en tant que socio-anthropologue, vous verrez ce que je veux dire. Le gouvernement, on ne l'appelle plus dans ce pays Ngourgui. Le terme a changé, les gens ont changé, mais établi. Et comptez chaque jour le nombre de fois que l'on dit établi pour rappeler l'État à ses devoirs, mais ne jamais se rappeler à ses devoirs soi-même en tant que citoyen. Établi yoral nañu lii, établi war na def lii, mais qu'est-ce qu'on fait au niveau individuel pour qu'on accompagne l'État? L'autre point, c'est vrai que la classe politique est restée, mais Angela Merkel est restée 20 ans en Allemagne, et pourtant, les carottes n'ont pas été... Oui, mais il y a la qualité de la classe politique allemande. Angela Merkel, oui, elle est restée 20 ans, mais elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Mais c'est ce que j'ai dit, justement. Il faudrait absolument que l'on accompagne cette démocratie-là pour que les excès, on puisse les arrêter. Et dans ce pays, quand on vote une loi, qu'on l'applique. Mais là aussi, vous nous retournez à nos familles, oui, masla en permanence. Masla de Kubi. Lolo, c'est un peu grave. Pour revenir à l'éducation, je crois que quand même, vous voyez, moi je me disais, quand l'État et les syndicats d'enseignants, ou n'importe quel syndicat, engagent des négociations, il faut bien que de part et d'autre, on se dise, il y a une limite à ces négociations. Parce qu'il y a des choses qui sont impossibles. Et à partir de ce moment, vous arrêtez et vous reconduisez peut-être l'année prochaine ou dans des échéances. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a deux choses. Les syndicats ne lâchent pas. Le gouvernement a le souci de sauver l'année. Depuis combien de temps on sauve l'année? Et à partir de ce moment, vous signez des choses irréalisables. Et l'année qui suit, on vous reprend sur ça. Même Abdoulaye Wade avait dit un jour à ses ministres, je vous envoie négocier avec les syndicats, mais je vous interdis de signer quelque chose que je ne pourrais pas appliquer. Mais Madia Diop, de son temps, il a été dit syndicalisme responsable ou l'engagement responsable. Mais il n'y a pas plus meilleur syndicaliste que Madia Diop ici dans ce pays-là. Et pourtant, il savait faire des concessions. Il est le père du syndicalisme sénégalais. Mais il avait rejoint Senghor en lui disant, je garde mon autonomie. Chaque fois qu'il y aura des dérapages, je dénoncerai. Mais il a travaillé, ils ont travaillé ensemble, ils ont fait de belles choses, mais maintenant j'ai l'impression que quand même c'est un peu la surenchère, il faut savoir s'arrêter. Mais Abdou, est-ce que la question n'est pas plus profonde que ça? Et je pense qu'au-delà de ce qu'on regarde aujourd'hui, les conséquences
On est en train de vivre des conséquences aujourd'hui, peut-être, du délaissement de l'éducation de façon globale, de l'enseignant en tant que tel qu'on doit valoriser, parce que c'est lui qui fait ce pays en tant qu'enseignant. Et ensuite, le choix qui a été fait des fois avec les ailes de dinde, avec Djiboka, les volontaires, les vacataires, qui ont essaimé peut-être à l'intérieur de l'enseignement, qui fait qu'aujourd'hui, qu'on vit les conséquences de tout cela. La question est plus profonde. Oui, elle est profonde, Alassane, et dans cette profondeur, je veux noter ceci. Pour moi, c'est une des grosses questions qui mérite débat. Comment nous distribuons ou redistribuons nos ressources? Comment se fait-il que nous avons un pays où, globalement, ceux qui travaillent le plus gagnent le moins, ceux qui travaillent le moins gagnent le plus? Il y a une grande question d'équité et de redistributivité de nos ressources. Et il faut interroger en arrière-plan tout ça pour comprendre pourquoi, par exemple, des enseignants demandent une revalorisation salariale, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. J'estime qu'on est assez injuste avec les enseignants parce que demander un salaire décent est quelque chose de tout à fait normal. Et j'ai la conviction d'ailleurs que les enseignants sont très responsables et que quelque part, ils l'ont montré dans le temps, ils sont toujours capables de revenir en arrière. Après, c'est des négociations sur des logiques de rapport de force. Et je crois qu'à un moment, leurs organisations syndicales vont évaluer pour aller dans un sens ou dans un autre sens. Donc, cette question de l'inéquité a installé un manque de confiance permanent et des suspicions probablement légitimes sur le fait que lorsque les politiques veulent mobiliser de l'argent pour créer des institutions budgétivores, comme on le dit, ils sont capables de le faire. Lorsqu'ils veulent payer des salaires plus importants, ils sont capables de le faire. Mais lorsque les autres demandent, on vous dit, il y a un problème de budget. Alors ça, ce sont des questions qu'il faut mettre sur la table pour voir comment un enseignant, pour parler de l'éducation, doit quand même être traité de façon décente. Alors, après, il y a d'autres questions de rapport, mais c'est important. Et tant que nous ne mettrons pas au cœur de notre dispositif national la question de l'éducation et des enseignants, qui doivent être le socle de notre société, mais sur la base d'un projet qui est concerté. Parce que c'est quoi le projet de notre école aujourd'hui? Avons-nous un projet d'école aujourd'hui? Avons-nous un projet d'école sénégalaise? N'avons-nous pas plus des écoles sénégalaises qui sont au Sénégal qu'un projet? Parce que, et au plan des contenus, c'est une extraversion totale. Et au plan des performances post-école, on se demande quel est aujourd'hui le niveau. Donc je pense que l'enseignement, au-delà des grèves actuelles, il faut se poser pour réfléchir sérieusement sur la question de l'école. Vous ne pouvez pas mettre 40% du budget, si c'est toujours 40%, et avoir en permanence des grèves cycliques. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et vous ne pouvez pas faire une réforme fondamentale de l'école si, par exemple, vous ne réformez pas les contenus des enseignements. Alors nous, on s'est toujours mis pour l'essentiel, on a fait la charrue avant les bœufs. Alors, parce que nous n'avons pas un projet d'école. Les états généraux de l'éducation en avaient. On n'a pas réussi à l'imposer dans le système. Les différentes réformes qui sont venues, on a réfléchi, on n'a pas réussi à l'imposer. Parce que nous sommes en tréfonds dans une société où les gens estiment qu'ils ne sont pas peut-être traités à la lumière des performances ou des apports pour notre pays. Et je pense que quelque part, cette politisation extrême avec les gratifications associées au statut des politiques dérange ou déraille un débat parce que simplement on se dit c'est très injuste que un député ait ce niveau de salaire alors qu'un professeur d'université, même s'il y a des revalorisations, peut-être qu'on va y revenir, qui plafonnait à l'époque presque prof titulaire pendant 30 ans, 35 ans de carrière et qui allait à la retraite avec des subsides. Alors, donc il faut qu'on s'assoie, Alassane, pour se dire qu'est-ce que nous faisons de nos ressources? Comment notre société va être capable de redistribuer les ressources publiques avec une logique d'équité? Parce que autrement, toutes les autres questions vont émerger dans une violence frontale et c'est la raison pour laquelle on a un peu toutes ces questions qui sont là en ce moment. Pour des questions fondamentales, quel est le projet qu'on a pour l'école sénégalaise, pour l'enseignement, qui inclut l'enseignant dans ce projet, en le valorisant?
Oui. C'est des questions qu'on ne pose pas, qu'on effleure. On gère plutôt chaque année des grèves, voilà, des questions peut-être importantes, mais la vraie question de l'éducation au Sénégal n'est pas posée. Oui, mais Alassane, sans enseignants, une classe peut exister, mais elle ne fonctionne pas. C'est aussi basique que ça. Et sans l'enseignement, il n'y a aucun cadre qui puisse être formé ici. Une autre question, Alassane, de toute votre vie maintenant, si on vous disait, ou si on vous posait la question, quelle est la personne, ou quelles sont les personnes qui vous ont le plus marqué? Vous avez oublié le médecin ou l'infirmier de votre village. Vous avez oublié le postier. Mais vous allez faire une liste des instituteurs, des professeurs de lycée et des professeurs d'université qui vous ont marqué. Et chaque fois que vous les voyez, c'est avec beaucoup de déférence et de référence. Des fois même, vous les imitez. Mais ces gens-là, il faut quand même qu'on les traite correctement. Évidemment, je suis enseignant moi-même. Vous avez évoqué l'université. Je sais ce que c'est. Par scrupule, je n'en parlerai pas. Je vous donne tout simplement une information. J'ai commencé à enseigner dans les milieux des années 80. Vous saviez combien j'ai gagné? 150 000 moins quelques mille. C'était ça. La situation a évolué, je répète. 150 000 moins quelques 10 000 ou quelque chose comme ça. C'était ça. Maintenant, la situation a vraiment changé quand même. Elle n'est pas parfaite, mais la condition d'enseignant n'est pas très facile. Je reconnais qu'ils sont dans la fonction publique les plus nombreux, et je reconnais aussi que dans le système d'enseignement ou dans le secteur de l'éducation, il y a aussi d'autres priorités. Valoriser les enseignants, les former, c'est des priorités, mais éradiquer les abris provisoires, c'est toute une autre priorité. Faire en sorte que ces gosses-là qui font 5 km chaque jour pour aller à l'école, qu'on puisse lui donner une petite cantine, c'est extrêmement fondamental. Faire en sorte aussi que dans les zones du Fouta, et vous savez ce dont je parle, ou de Casamance, où il n'y a pas d'école, qu'on puisse en implanter. Mais que le gouvernement sache ceci. Chaque fois que vous créez une école, vous ouvrez 10 ou 15 emplois et il faut les pourvoir. Et un personnel qualifié. Donc je crois que la situation de l'école, il faudrait que quand même les pouvoirs publics puissent suivre ça de manière méthodique et scrupuleuse pour que chaque fois qu'il y a des avancées, les acteurs ne puissent pas entrer pour que 2 ans plus tard, ils se mettent à revendiquer. Parce qu'enseigner dans un petit village perdu dans la brousse, c'est extrêmement difficile. Mais il faudrait peut-être des mesures d'accompagnement tout en prenant la disposition. Les enseignants ne sont pas les seuls à être payés par le pouvoir, je veux dire, la fonction publique sénégalaise. Il y en a d'autres. Il y a un jeu d'équilibre aussi à faire pour qu'il n'y ait pas de frustrations ailleurs qui vont faire aussi d'autres mouvements syndicaux. C'est un jeu d'équilibre extrêmement complexe, mais je reconnais que les enseignants ne sont pas les mieux traités dans ce pays. Mais justement, est-ce que le problème fondamental, c'est qu'il n'y a pas encore de consensus sur ça dans ce pays-là? Pour revenir un peu aux partis politiques, quand on regarde les programmes des partis politiques qui concourent aujourd'hui peut-être à prendre le pays, mais la question de l'éducation, elle est peut-être perçue de façon pécuniaire, mais pas fondamentalement dans le contenu et dans qu'est-ce qu'il faut changer réellement dans ce pays. Sur ce point bien précis. Oui. Je voulais à Alassane signaler un aspect qui me paraît important. C'est que quand même, notre État, aujourd'hui, au regard de la configuration des ressources, doit avoir une posture nouvelle. C'est-à-dire que nous devons passer d'un état d'endettement à un état de valorisation de ces ressources internes. Parce que tout ce qu'on est en train de dire, y compris la valorisation ou la revalorisation de la fonction enseignante, évidemment des autres corps, ça demande des ressources. Et je pense que c'est le moment pour qu'on réfléchisse de façon consensuelle sur comment nous allons redistribuer nos ressources en matière de fer, en matière de zircon, en matière de pétrole, en matière de gaz. En matière de gaz. La part de l'éducation dans ça. Vous voyez, il faut qu'on arrive à avoir de la visibilité sur la posture de l'État via les hommes politiques qui sont là ou qui viendront pour quand même que les ressources soient allouées à ça. L'État, il sert à ça. Mais il faudrait dire que les hommes politiques se parlent au moins. Oui. Mais je pense qu'il faut observer le fait que les contradictions politiques au Sénégal sont de nature assez spéciale, à l'image des Sénégalais qui sont eux-mêmes assez spéciaux. Parce que vous avez un brouillage général du champ politique.
De sorte que vous ne savez pas, vous voyez quelqu'un... Volontaire ou pas? Non, c'est volontaire. Bien sûr, c'est volontaire. Les populations ne comprennent pas? Les populations comprennent très bien. Je pense que il y a une théâtralisation permanente de la politique et les populations, comme des spectateurs, regardent avec sans doute beaucoup plus de malice. Parce que les autres souvent peut-être pensent qu'elles ne comprennent pas, elles comprennent très 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 bien. Donc, je pense que cette question, encore j'y reviens, d'avoir une posture ou un consensus politique national sur nos ressources, comment nous les redistribuons, nous pouvons encore améliorer beaucoup de qualités. On peut avoir beaucoup de cercles de qualité en lien avec notre posture par rapport à nos ressources. Mais si nos ressources, c'est simplement que nous les vendangeons, on n'est même pas... Écoutez, le Botswana a décidé un moment d'utiliser son brut à l'intérieur du Botswana parce qu'il impose son diamant et ce brut, on exploite le brut. Et je ne veux pas me tromper de chiffres, mais le Botswana est passé d'un taux de croissance, je ne sais pas, de 10 000% ou quelque chose comme ça, rien qu'en réajustant son approche politique et sa conception de la gestion de ses propres ressources naturelles. Alors donc, nous avons encore des contraintes parce que l'État nous oppose toujours la contrainte budgétaire. Mais on n'a pas vu l'intelligence de l'État à nous dire qu'est-ce qu'il veut faire de nos ressources et comment il compte les redistribuer dans des secteurs très prioritaires comme la santé, comme l'État, parce que simplement nous sommes encore un État d'endettement. Et toutes les revendications qui sont articulées reviennent à des questions budgétaires parce que, bon, voilà, on n'a pas d'autonomie propre sur l'essentiel des budgets qui sont exécutés. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me paraît important, excusez-moi de prendre par ce bout ces questions, parce que si en amont, nous ne posons pas ces questions, alors nous allons être toujours heurtés en aval sur des limites. Or, ces limites, nous aurions pu les pousser. Mais nous avons, Alassane, tellement de ressources dans ce pays. Ressources humaines incroyables dans ce pays. Hein? Les Sénégalais voyagent partout, ils ont tous les profils. C'est des gens intelligents, je ne veux pas être nombriliste ou que les anthropologues commencent à me dire que vous êtes de l'anthropologie néocoloniale. Mais c'est un fait, parce que c'est lié à notre propre histoire. Hein? Très tôt, nous avons été à l'école. Très tôt, nous avons visité le monde. Très tôt, vous avez toutes ces compétences. Mais pourquoi notre pays est encore dans cet état? Parce que vous avez un leadership politique en arrière-plan qui ne pose pas les débats de fond, mais qui sont toujours dans de petits, toutes proportions gardées. Bon, je dois dire qu'il y a quand même une petite évolution qui s'opère dans l'espace politique et que j'ai l'impression qu'il y a quand même un certain qui commence à poser de vrais débats, même si encore on est très loin du compte. Il a parlé tantôt de l'école. De l'école. C'est l'école qui fait qu'aujourd'hui, que tout peut être soigné, entre guillemets. Comment soigner cette école malade aujourd'hui au Sénégal? Comment soigner cette école malade? Oui, l'école est malade à cause des soubresauts. Parce qu'elle est la gestion de l'assistance du pays. Oui, mais l'école est malade à cause des soubresauts. Encore qu'il faut qualifier. Parce que l'université, petit à petit, est en train de retrouver son calme, est en train d'être un espace de travail, de liberté et de calme. Donc, espérons que ce mouvement-là... Mais la qualité qu'on attend. Oui, mais la qualité, j'en sais quelque chose, puisque j'ai mes étudiants toujours devant moi, et je leur dis souvent que la situation a tellement évolué en mal, qu'aucun étudiant n'est plus capable de vous dire « je vais à l'école ». Ils vous disent « je vais à l'école ». Non, mais je le constate tous les jours, pas plus tard qu'hier. Donc, ça veut dire que la qualité, quelque part, cloche. Ce que veut dire que ceux qui sont là pour former ont aussi des tares et il faudrait pouvoir les recycler. Je crois qu'une formation, une université, une école de qualité ne peut reposer que sur ceci, les formateurs et les conditions dans lesquelles ils travaillent. Je crois que c'est une priorité et j'imagine peut-être que les pouvoirs publics sont en train de réfléchir à ceci. Comment ces nouvelles ressources dont on parle vont permettre d'améliorer la situation dans l'école sénégalaise. Parce que s'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de pays qui émerge. C'est impossible. Et j'ose pouvoir espérer aussi que quand cette réflexion se fera, les gens de l'opposition accepteront aussi de donner leur contribution. C'est le consensus dont on parle. Je voudrais revenir à Ndao. Pour l'endettement, évidemment l'endettement, tous les pays s'endettent. D'ailleurs, les États-Unis sont les plus endettés au monde. Et tenez-vous bien, leur dette, ils affichent ça sur des enseignes un peu partout
à New York en disant our national debt is. Bon, c'est au moins de la transparence. Non, mais le problème, c'est pas de s'endetter. C'est que, est-ce que cet endettement-là est investi dans des secteurs de qualité? Mais ce que je voudrais dire, endetté, on doit s'endetter, tout pays doit s'endetter, mais pourvu que cette dette-là, on lui donne la destination qu'il faut. Il y a un autre point sur lequel je vous rejoins. Vous savez, il y a une anecdote par rapport à un président sénégalais et quelqu'un qui était son rival. Alors, le rival va le voir dans son palais et il lui dit, je te félicite. Ce que tu as fait, parce qu'il y avait un engagement, je crois, en Casamance. Ce que tu as fait, c'est ce qu'il fallait faire. Donne-moi la main, je te félicite. Avant de sortir, vous savez ce que l'opposant lui a dit? Je te félicite dans ton bureau. Mais dès que je sors, je vais dire au peuple que tu as mal agi. C'est ça? Oui. Je crois que sur la question de l'endettement, professeur, regardez, comment on peut justifier aujourd'hui qu'on a presque entre 4 000 et 5 000 abris provisoires dans des conditions qui sont des conditions désastreuses? Vous comprenez? Alors, je crois que ce sont des questions très sérieuses qu'il faut aborder parce que, et ça revient à ma formulation de départ, comment nous avons décidé de gérer et de redistribuer nos ressources. Moi, je sillonne le Sénégal et quand je vois ces abris provisoires, pour rester encore dans le cadre de l'éducation, j'ai le cœur meurtri parce qu'une salle de classe peut coûter entre 3 millions, 4, 5, 6 millions. Alors, je me demande comment se fait-il que, par exemple, l'État ne soit pas encore capable d'endiguer ces abris provisoires. Alors, ce n'est qu'un aspect d'un processus général qui doit nous amener à une réflexion plus stratégique. Mais au Sénégal, d'ailleurs, quand vous parlez de réflexion stratégique, ça fait rire parce que nous avons tellement réfléchi, nous avons tellement dit des choses sans essentialiser la complexité d'une réflexion. Il reste des actes qu'il faut poser avec des politiques qui sont des démocrates. Est-ce que c'est pas ça le gros problème du Sénégal? L'action. Ouais. Parce que ça parle beaucoup, ça agit peu. Parce que notre action, elle est souvent court-circuitée par beaucoup de contingences culturelles, religieuses. Et c'est ça qui fait que, en général, notre action n'est pas très efficace. Vous savez, dans tous les secteurs, vous avez des gens qui ont produit des documents très précis pour développer tel aspect. Prenons l'exemple du riz de la vallée. Notre armée aurait pu acheter ce riz et on n'aurait pas des surplus qui sont de l'autre côté. Et on peut donner 1000 exemples d'un fonctionnement où le patriotisme... Ngaï Mekhé qui fait des... J'aime bien Ngaï Mekhé, j'en parle tout le temps. Parce qu'ils auraient pu faire les bottes de notre armée au lieu que... Oui. Sauf quand ils mettent Made in Italy dans leurs chaussures. Il faut qu'ils enlèvent ça. Ils auraient pu. Donc, il y a également une posture qu'il faut valoriser, qui est que dans des secteurs précis, nous pouvons quand même agir efficacement parce que nous avons seulement pris la décision politique. Mais est-ce que souvent quand les gens veulent agir, il n'y a pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des intérêts particuliers qui sont là, comme par exemple, on a vu au Niger aujourd'hui que le Niger a construit un hôpital, a interdit à ses ministres de les soigner à l'extérieur, alors qu'au Sénégal, on compte avec des gens au Maroc et en Tunisie, alors que les Marocains et les Tunisiens sont formés ici au Sénégal. Oui, mais c'est la grande question aussi d'un État avec ses démembrements mafieux. Et je crois que aussi c'est un autre point de consensus. Il faut qu'on regarde comment fonctionne notre État, les acteurs qui l'ont accaparé et comment ils ont réussi plus ou moins à installer des logiques mafieuses au détriment de l'État, avec des logiques de prévarication permanente. Et sous ce rapport... Et ces questions-là, on n'entend jamais les partis politiques en parler. On a l'impression qu'ils se comprennent et qu'ils sont d'accord sur ça. On peut dire ça. On peut dire qu'il y a une sorte de consensus des initiés autour de ces prévarications. Et c'est ça qui est très dommage pour l'intérêt du Sénégal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Une note sociologique, et il le sait. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a même pas besoin de pression. Avec l'éducation qu'on nous a donnée dans nos familles, c'est nous-mêmes qui court-circuitons nos propres capacités d'action. C'est ce qui est fondamental. Vous n'avez aucune pression. Mais à force de considération qui tiennent à tout, sauf à une bonne gestion, vous arrivez à court-circuiter. Je vous donne un exemple très précis. Abdoul Allah, organisez une conférence aujourd'hui et dites que ça commence à 15h. Mais je vous pose la question, pourquoi cette conférence finalement se tiendra à 18h avec 2 heures ou 3 heures de perdu à ne rien faire? Qu'est-ce qui fait ça? C'est ces questions-là qu'il faut qu'on prenne et que ceux qui sont responsables engagent leur propre responsabilité et ne retournent pas la tête. Je crois que ça, ceux qui tiennent ce pays-là, ils doivent avoir ce courage-là.
Quand il faut sévir si c'est justifié. Quand il faut récompenser, il faut le faire là où il faut. Mais il ne faut pas rester là à dire quel est ou quelles sont les conséquences sur mon propre confort. Malheureusement, oui, juste un mot, Alassane. Je pense que nous devons bâtir une société fondée sur la méritocratie. Et ça nous manque beaucoup, parce que même si on a des cercles de qualité au sein de l'espace politique, on aurait pu développer ce pays. Malheureusement, ce pays fonctionne tout sauf sur la méritocratie, et nous devrions méditer cet aspect fondamental si nous voulons en tout cas que le Sénégal, notre Sénégal, puisse dépasser cette étape où il est en ce moment. Abdou Ndoukour Kachindaou, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes anthropologue. Ousmane Sène, directeur de WARC, Centre Ouest-Africain de Recherche. À la technique, Abdoulaye Diop, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous.